Qu'est-ce qui branle encore ce con? Oh, laisse-le, hein, c'est pas plus mal. Ouais, au moins on entend plus son micro dégueulasse. Ouais, enfin c'est un peu gênant, non? J'en ai marre de faire 400 vues sur YouTube. Du coup, j'ai demandé des conseils aux collègues, bon... Ça n'a pas été super utile, puis je me suis fait une réflexion. En fait, on va faire un top. Oui, non, mais... Oui, je sais, arrêtez. Ouais, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, et du coup, on va faire un top sur les films de super-héros. Je vais tellement me faire insulter, putain. Ouais, parce que les films de super-héros, on connaît les grosses productions, genre Marvel, Sony, DC, et parmi elles, il y a des très bons films, hein, par exemple The Dark Knight de Nolan, tous les Spider-Man de Sam Raimi. Il y a aussi des films un peu plus éclatés, surtout du côté Marvel, hein, on va pas se mentir. Ça, c'était le petit taquet pour le débat qui va se créer en commentaire. N'hésitez pas à balancer du gros texte, c'est bon pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Mais du coup, en dehors de ces grands studios, il y a aussi d'autres réalisateurs qui ont essayé de sortir du cadre et de théoriser un peu le genre du film de super-héros et toute sa mythologie. On peut par exemple penser à Shyamalan avec sa trilogie Incassable, Split, Glass, que j'ai plutôt aimé. Il y a aussi beaucoup d'autres films dont je trouve qu'on parle pas assez et qui sont vraiment excellents. Donc, j'en ai choisi 5 pour vous, et comme dirait l'autre, on va commencer avec le film le plus connu de ce top, c'est un Batman, qui est sorti en 93, donc un an après la série culte qu'on connaît tous, ne serait-ce que par ce générique. Pour moi, c'est peut-être l'une des meilleures adaptations de Batman à ce jour, et ça s'appelle Batman contre le fantôme masqué. Ça reprend vraiment le même style graphique que la série, donc très urbain, très crépusculaire, avec aussi des thématiques assez sombres, parce qu'on se souvient que la série n'hésitait pas à aborder des thématiques très adultes, très matures. Et là, du coup, l'histoire est assez simple. Il y a un gangster qui est assassiné, et tout semble accuser Batman. Donc tu vas avoir une chasse à l'homme envers Batman, les policiers vont être contre lui, le nouveau procureur va être contre lui. En fait, tout Gotham va sembler être une espèce de gigantesque piège pour Batman. Et au même moment, il y a une ancienne relation à lui qui s'appelle Andrea Beaumont, qui ressurgit dans sa vie, et tout ça va être le prétexte à une narration assez labyrinthique, mais vraiment qui est très réussie. C'est vraiment un vrai voyage dans la psyché d'un homme qui a renoncé à toute forme de normalité et à toute forme de bonheur. Donc on aura beaucoup de flashbacks, et ce qui est génial, c'est que ces séquences dans le passé, elles arrivent à créer une mythologie et une profondeur, une épaisseur au personnage de Batman. Pour moi, la schizophrénie de Bruce Wayne, Batman, n'a jamais été aussi bien traitée que dans ce film, bien plus que dans les trilogies de Nolan ou dans les Batman de Burton qui étaient de toute façon bien plus fascinés par ces méchants. Non, ici, le vrai héros, c'est Bruce Wayne et il est vraiment présenté comme un héros presque issu d'une tragédie grecque. C'est un homme qui avait le choix entre une vie totalement rangée, une vie totalement normale, pleine de bonheur, pleine de relations, entourée, etc. ou une vie où il va être juste obsédé par la vengeance et par le noir. You speak to me. Évidemment, on sait quel choix il a fait, et dans le film, il l'explique en une phrase sur la tombe de ses parents. Please, I need it to be different now. I know I made a promise, but I didn't see this coming. Il y a une vraie ambiance très noire hein, avec cette histoire de complot de la ville, on est dans une sorte de délire un peu paranoïaque. Et ça apporte vraiment beaucoup au film. Moi, j'ai souvent pensé à Scorsese, par exemple. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a l'apparition d'ennemis, comme par exemple le Joker, évidemment, qui sont jamais vraiment gratuites et qui sont toujours assez intelligentes pour tuer de charisme, sans pour autant que le film ne perde de vue Batman, qui restera son véritable sujet. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi une vraie réalisation derrière, parce qu'on retrouve toute l'équipe de la série, donc qui est habituée à bosser ensemble et qui connaît par cœur le personnage et l'atmosphère qu'ils veulent transmettre. Et on sent qu'ils sont à l'aise avec l'univers, il y a des vrais moments atmosphériques, entrecoupés de séquences d'action ultra lisibles, ultra bien découpées. Enfin, franchement, ouais, ça tue. Vengeance blackens the soul, Bruce. I always feared you would become that which you fought against. You walk the edge of that abyss every night. And now I know. Vengeance blackens the soul, Bruce. I always feared you would become that which you fought against. You walk the edge of that abyss every night. And now I know.
But you haven't fallen in, and I thank heaven for that. Deuxième film, on va rester en Amérique et on va parler d'un film qui s'appelle Defender. C'est le premier et seul film d'un acteur qui s'appelle Peter Stebbing, qui est globalement assez nul, et qui réalise en 2009 un film qui s'inscrit un peu dans la lignée des films de super-héros ultra trash, comme Kick-Ass, comme Super de James Gunn, que j'ai bien aimé aussi. L'histoire, c'est Arthur, qui est joué par Woody Harrelson, qu'on voit beaucoup trop peu au cinéma par rapport à son talent, qui joue un mec du coup un peu attardé, un peu débilos, qui se déguise le soir en super-héros défenseur de la ville, qu'il a nommé donc Defender. I want Captain Industry. Who? Listen, fuckhead. I don't know who you're talking about. Et donc sa collègue c'est Kat, qui est une prostituée totalement camée, et ensemble ils vont chercher à déjouer un énorme complot qui est mené par Captain Industry, qui vend de la drogue et qui tue des gens. Ah ouais, présenté comme ça a l'air débile. Ouais, ça l'est, hein. Vraiment, ça l'est. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai parti pris. En fait, c'est un film qui prend un côté beaucoup plus dramatique qu'un Kick-Ass, par exemple, beaucoup moins fun et beaucoup plus réel. Defender's over. You can't be Defender anymore. But I didn't do anything. Some guys got hurt. People, they think it's your fault. Dans un sens, ça fait du bien de voir ce genre de film qui se prend au sérieux. Parce que, par exemple, un Deadpool, moi j'ai trouvé ça éclaté, parce qu'en vrai, ça a la même structure qu'un Marvel, c'est aussi mal réalisé qu'un Marvel, c'est un téléfilm. C'est juste qu'il dit « Oh, regardez, je suis un téléfilm, mais ça fait pas de toi quelque chose de bien. Assumer que tu es de la merde ne veut pas dire que tu es autre chose que de la merde. » Hop, les commentaires. Et avec Defender, ça fait du bien de voir ce genre de film qui se prend au sérieux pour une fois. Parce que généralement, quand t'ancres le super-héros dans une réalité, on va pas se mentir. En vrai, c'est tragique, c'est hyper triste, ça veut dire que son personnage est un peu déglingué, et surtout, ça a énormément de chances de finir mal. Et il y a vraiment des séquences assez belles. Il y a une très belle relation entre Arthur et Kat, une relation que j'ai beaucoup aimée, qui est très ambiguë, qui est très paradoxale. On sait jamais vraiment où Kat se situe. Please help. Everybody needs help. Even superheroes. Good. Et il y a des vrais personnages. Arthur, c'est un personnage en détresse, c'est un gamin sans repères, sans parents. Et ça, c'est aussi grâce à Woody Harrelson. Vraiment, on le voit très très peu en premier rôle, et c'est vraiment dommage, parce qu'ici, il est très très bon. Pour moi, il arrive à porter tout le film. Non, vraiment, pour ceux qui veulent voir ce que donnerait Kick-Ass ou Super s'ils se prenaient vraiment au premier degré et s'ils étaient ancrés dans une vraie réalité, regardez Defender, c'est vraiment pas mal, ça dure 1h30, ça se paye le luxe d'être assez bien réalisé, assez bien photographié, et surtout c'est un film qui est écrit avec pas mal de nuances. Bon allez, les États-Unis terminé, on va quitter un peu tout ça et aller faire un tour du côté du Japon. Mais avant, laissez-moi vous présenter Takeshi Miike. Monteur. Pardon. Takashi Miike, c'est un réalisateur un peu fou. En 30 ans, il a réalisé plus de 60 films, dont plus d'une dizaine rien que pour l'année 2001-2002. Ça fait à peu près un film tous les 3 mois. Ces films sont souvent extrêmement violents et totalement libres. Lors de la première mondiale de son film, Ichi the Killer, le réalisateur avait posé sur chacun des sièges un sac pour vomir, par exemple. Bon, c'était un coup de pub, mais vraiment le film en lui-même est très violent. De toute façon, Takashi Miike, il est vraiment considéré comme l'un des réals les plus violents de sa génération. Et ce mec, il a réalisé un film qui s'appelle Zebraman. Zebraman ? Ouais, non, mais oui, Zebraman, comme le zèbre. Et donc, on est sur une série Z, hein, comme le titre le laissait deviner. C'est-à-dire qu'on va avoir des maquillages ultra cheap, des acteurs, mais tellement peu crédibles. Surtout des costumes de l'enfer, je veux dire, attends, c'est quoi ça ? C'est un film fou qui n'a vraiment jamais peur du kitsch. Et surtout, étonnamment, quand on voit le réalisateur, qui assume son côté un peu familial. Et surtout, ça a totalement conscience de ce que c'est et ça en joue en fait. Il y a vraiment un côté parodique qui est introduit dans l'histoire et qui fonctionne à merveille. Et on a un héros qui est un père de famille complètement raté, qui enchaîne les gaffes, qui se retrouve avec des pouvoirs venus, on sait pas trop pourquoi, qui combat des aliens venus, on sait pas trop pourquoi non plus. Et en fait, on s'en bat les couilles. Le film n'a pas besoin de l'expliquer, on s'en fout. Quand tu vas voir un film qui s'appelle Zebraman, t'as pas envie d'avoir des tonnes d'explications sur pourquoi, comment, c'est bon, tu t'en fous. C'est fun, c'est kitsch, c'est too much, c'est tout ce que tu veux voir quand tu vas voir un film qui s'appelle Zebraman.
Puis mine de rien, parfois le héros pète quand même la classe, il y a une putain de bonne BO, l'action est bien réalisée, on comprend le héros quand il parle, ça fait déjà 4 points sur lequel Zebraman roule sur toute la trilogie de Nolan. Oh putain, tu pouvais pas t'en empêcher. Non. Pour l'avant-dernier film, on va faire un tour en France pour un film que j'aime énormément, qui s'appelle Vincent n'a pas d'écailles. C'est un film qui est sorti en 2014 et c'est l'histoire d'un mec dont la force se décuple au contact de l'eau. Du coup, il vit isolé dans une région entourée de lacs pour échapper au monde. Ce qui est prétexte déjà à des décors magnifiques. Et moi, ça, j'adore. J'adore quand on filme la France, quand on quitte un peu les villes, quand on filme les paysages français, c'est toujours magnifique et on le fait beaucoup trop peu dans le cinéma français actuel. Et donc on a ce personnage de Vincent, qui est interprété par le réalisateur, Thomas Salvador, qui rencontre Lucie, qui est interprétée par une superbe Vima Laponce, mais il y a une vraie alchimie qui va se créer dans ce couple de personnages. Et cette alchimie, elle était nécessaire parce que c'est un film qui volontairement économise un peu les dialogues, qui va pas t'en dire trop, qui va pas t'expliquer les origines du pouvoir, etc. C'est plutôt un film qui va jouer sur les regards, sur ce que veulent dire les regards. Ça va te forcer à faire marcher ton imagination et ton implication. Et pour moi, ça a vraiment fonctionné. J'étais dans le film du début à la fin. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Et surtout, c'est un film de super-héros très tendre et surtout très humain. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on attend de plus en plus de ce genre de film, même dans les productions américaines. On recherche de la vulnérabilité. Parce que quand on regarde les virages qu'ont pris les films de super-héros depuis quelques années, depuis les trilogies de Nolan, avec Civil War, avec Man of Steel qui se la jouait Terrence Malick, bon, on cherche des super-héros hyper vulnérables. Sauf que le souci avec ces films, comme par exemple Man of Steel, c'est que ça finit très souvent finalement avec des enjeux ultra chépères, complètement débiles et qui n'ont aucun sens. C'est toujours sauver des villes gigantesques ou sauver le monde avec un gros méchant qui a une machine et qui finalement veut tout buter. Bon, la barbe. Pour moi, c'est des films qui se donnent un faux côté sombre et sensible alors qu'en fait, ils en ont rien à foutre et qu'on reste sur un blockbuster finalement très basique. Et ben ici, pas du tout. Ici, du début à la fin, on reste à l'échelle humaine et même les scènes d'action fonctionnent bien. La course-poursuite finale, la représentation des pouvoirs de Vincent, qu'on voit énormément, parce qu'il y a très peu de hors-champ finalement. Le film ne va pas essayer de compenser son manque de budget avec du hors-champ. Il va rester très explicite et ça fonctionne très bien parce qu'ils ont fait le choix du zéro numérique. Il n'y a que des effets spéciaux à l'ancienne comme des trampolines effacées ensuite, des effets concrets, des effets à l'ancienne qui ajoutent un côté très réel à l'ensemble et qui inscrivent le film dans une réalité. Et c'est franchement bien filmé, bien photographié, ça dure 1h15 donc t'as zéro longueur, aucune scène trop longue, aucune exposition foireuse qui dure trop longtemps, vraiment on va à l'essentiel et Vincent n'a pas d'écailles, c'est un de mes petits coups de cœur du cinéma français. C'est vraiment un petit ovni dans le paysage du cinéma d'auteur français. Pour le dernier film, on va boucler la boucle et on va terminer avec un film d'animation d'ici. J'aime beaucoup le personnage de Flash, c'est un personnage que je connais pas énormément, mais ce que je sais de lui me plaît. Et du coup, en apprenant l'existence du film Justice League de Flashpoint Paradox, je me suis jeté dessus en pensant en apprendre un peu plus sur le personnage, sur son style, sur son univers, etc. Et ben en fait, pas du tout. Flash, c'est un prétexte. D'ailleurs, toute la Justice League dans ce film, c'est un prétexte. Judge Dent was kidnapped last night. Where did the Joker take him? Even if I did know, it wouldn't do you any good, Bats. He's probably already dead. Then so are you. Parce qu'en fait, je dirais qu'aucun des personnages n'est vraiment développé plus que les autres. Ils sont tous aussi importants l'un que l'autre. Et ce qui est génial avec ce film, c'est qu'ils sont développés par des détails, par des choses qu'on ne va peut-être ne même pas remarquer. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne et que chaque personnage a de l'épaisseur. The Queen of the Amazons is a servant to her people. Nothing is beneath her. Vraiment, c'est très intéressant. Et encore plus que ça, ce qui élève ce film au rang d'incontournable pour les fans de comics, de Justice League, de DC, de Batman, etc., c'est qu'en fait, il casse vraiment tous les clichés qui entourent la Justice League. Ici, on aura de la jalousie, des crimes de sang-froid, de l'égoïsme, de la vanité, du sadisme,
Mais personne n'est parfait en fait. On a même un des super-héros qui va tuer de sang-froid un gamin de 8 ans. Bon, c'est plutôt rare quand même dans un film sur les super-héros. Non, mais vraiment, le film va loin et il arrive à instaurer une ambiance très apocalyptique, vraiment sale, quoi, vraiment sombre. Je m'attendais vraiment pas à cette ambiance d'apocalypse et ce qui est génial aussi, c'est que le film se permet de jouer avec les clichés. Dès la scène d'intro, ou même il y a ce moment où Superman arrive au dernier moment, un gros Deus Ex Machina pour sauver tout le monde, et au final, ben, ça change rien. Is that Clark? This is the most powerful being on the planet? Help me. Ça me plaît vraiment, il y a cette espèce d'ironie un peu grinçante sur les films de super-héros et ça fait plaisir à voir. Donc ouais, on est vraiment dans un film qui pousse les choses à fond, qui va au fond de son sujet, qui n'est pas comme The Dark Knight Rises ou The Dark Knight Returns, à avoir cet aspect faussement sombre en mode regardez, moi je vais peut-être tuer mon perso, est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort, on s'en fout. Ici, là, c'est vraiment la mort, c'est vraiment l'apocalypse, chaque personnage est sacrifiable. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un format qui me permet de rester en contact avec vous entre deux plus grosses vidéos qui me demandent beaucoup plus de taf. Je vais vous laisser choisir entre les deux thèmes que j'aborderai dans les prochains tops. C'est à vous de me dire celui qui vous branche le plus. Dites-le moi dans les commentaires. Moi, je vous dis salut à tous, à très bientôt. Ciao, bisous.